Bienvenue dans cette nouvelle entretien sportif. J'ai l'immense honneur de recevoir un ambassadeur du football ivoirien. J'ai nommé le talentueux Jean-Évra Kouassi Crespo. Merci d'avoir accepté notre invitation, Crespo. Merci, merci à vous aussi. Alors, je souhaite savoir pour cette interview, tu préfères qu'on t'appelle Crespo, le pro ou Bobo? Crespo, Crespo, comme tout le monde, ça va, Crespo. D'où te vient le surnom Crespo? Crespo, c'est un surnom qu'on m'a donné depuis que je suis petit, depuis que j'étais au quartier, tout ça, avec les grands frères. C'est un ami à mon grand frère qui m'a donné. Comme à l'époque, il y avait l'attaquant Hernan Crespo qui marquait, qui était bien. Et moi, j'avais le maillot. Il m'avait fait un maillot que je portais tout le temps. Donc, sur ça, les gens, ceux qui ne me connaissaient pas m'appelaient comme ça, comme si, puis bon, c'est resté sur moi. D'accord, d'accord. Après, bon, dans mes recherches, on m'a dit aussi qu'on t'appelait Bobo au lycée moderne de Grand Bassam. C'est quoi exactement l'histoire derrière ce surnom? Au lycée, je sais pas, là-bas, c'était parce que j'aimais, j'aimais taquiner les gens. Je taquinais beaucoup les gens. C'est vrai que j'étais dans mon coin, c'est vrai. Et effectivement aussi, c'est là-bas que j'ai grandi, j'ai fait mes classes. Donc les gens ils m'ont donné juste un nom comme ça. D'accord, d'accord. Et moi, la question, c'est quoi ton parcours scolaire en fait? Parce que généralement, le footballeur, lycée, c'est chaud. Surtout en Afrique, lycée, footballeur, c'est pas évident Ouais, en fait. Donc, c'est je quoi ton suis parcours en allé, fait? j'ai fait la classe de troisième. Je suis arrivé en troisième, j'ai fait, après la classe de troisième, j'ai arrêté. En parlant de parcours scolaire, lors de mes recherches, je crois que tu dois te douter, j'ai essayé d'approcher ci et là plusieurs personnes et j'ai eu ton frère aîné, Yao Herman Kwasi. Il Oui, t'a dit, en fait, sans vous mentir, mon petit frère était quelqu'un de timide et correct, mais surtout très, très intelligent en fait. Il était très fort au football, il était tellement fort qu'il était capable de dribbler tous les joueurs sur un terrain et il faisait exprès après de rater car il savait qu'il allait marquer à tout moment en fait. Donc, je pense que ça confirme en fait le fait que tu sois intelligent. Et généralement en Afrique, quand on a un enfant assez doué à l'école, on ne veut pas qu'il fasse autre chose que l'école en fait. On veut qu'il reste à l'école. Donc toi, comment tu réussis à convaincre tes parents que c'est le football que tu veux faire en fait? bon, il faut dire que ça a été difficile, hein. Déjà, comme tu viens de le dire, quand je partais au lycée, j'avais une bourse. J'ai fait mes classes au lycée, j'étais boursier. Je recevais de l'argent chaque trimestre de l'État. Donc, ça fait que déjà, c'est difficile. Mes parents d'accepter que je vais laisser tout ça, parce que déjà, cette bourse-là servait à la maison, c'était difficile et tout. Donc, c'était déjà difficile de leur dire que j'arrêtais le football. Donc, voilà, ma mère m'a fait un choix. J'avais un choix à faire. C'était soit j'arrêtais les études, mais que je devais partir, ou soit je continuais et je restais à la maison. Mais moi, j'ai préféré arrêter parce que je voulais faire le football. Donc, j'ai dit, OK, c'est comme ça, j'arrête. Donc, c'est comme ça elle a enlevé la main sur moi. Elle m'a dit, OK, comme tu veux être indépendant, tu veux jouer au foot, donc vas-y, va jouer au foot. Et c'est comme ça que je suis parti. Avec quel âge en ce moment? Oh, j'étais dans les 14 15 ans, je crois. Et comment tu réussis à t'en sortir à cet âge-là tout seul? Voilà, du coup, je deviens indépendant, je commence à enchaîner les petits boulots à côté et je devais enchaîner entraînement et boulot. À l'époque, je faisais quoi? J'étais répétiteur. J'étais répétiteur des enfants au quartier et tout ça. Et je devais aussi m'entraîner. Je m'entraînais les matins, les soirs, je faisais la répétition des enfants pour gagner au moins un peu d'argent pour mettre sur moi, pour me débrouiller. Et je continuais à m'entraîner avec mon centre de formation. Et c'est là qu'à l'époque, j'ai été repéré par Mossou. Et puis, c'est parti tout vite comme ça. Pour revenir au surnom et au nom que tu utilises généralement, tu utilises aussi le plus souvent tes initiales en fait dans tes publications, au point même d'en avoir conçu un logo. C'est en rapport avec le Jean-Évra Kouassi FC ou c'est quoi l'idée derrière le Jack en fait? Oui, c'est mon nom. Il faut dire que ça tombe bien. Jacques, ça fait Jean-Yves Kouassi. Donc, du coup, bizarrement, c'est devenu comme une marque déposée. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas. Bon, il y a des gens, bon, minimum, hein, il y a quelques personnes qui m'appellent Jack, Jack. Donc, ça sonne bien.
Jack, ça sonne bien. Effectivement. Donc, Ça fait ceux qui... stylé. Voilà, ça fait stylé. Donc, j'ai mis un D'accord. logo dessus. Donc, dans l'avenir, pourquoi pas, je vais essayer de voir si je peux développer une marque ou je sais pas quoi, mais ça sonne bien. D'accord. Et concernant le Jean-Yves Kwasi FC, pourquoi avoir choisi précisément la ville de Yamoussoukro pour accueillir ce site-là, quand on sait que tu es natif de, je vais dire, Bassam, en fait? Bon, on a pris déjà Yamoussoukro parce que déjà l'opportunité est venue de là-bas. Voilà. Quand on m'a approché pour me dire qu'il y avait une équipe, déjà l'opportunité, et j'ai vu que Yamoussoukro aussi, c'était une belle ville. Et Abidjan, tout le sud est un peu saturé, au fait. Donc, j'ai préféré aller peut-être dans un coin où euh, il y a plus d'opportunités, il y a plus d'espace, et en même temps créer mon académie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi plus Yamoussoukro, parce que là-bas, on a plus d'espace, on a plus de trucs à donner. C'est pour ça que j'ai choisi Yamoussoukro. D'accord. Et est-ce que tu arrives, je veux dire là, tu es en pleine carrière en fait. Est-ce que tu arrives à rallier ces deux mondes assez différents? Parce qu'après, être administrateur, c'est complet, même si c'est dans le même domaine, bah, c'est complètement différent en fait d'être footballeur. Est-ce que tu arrives à faire les deux choses à la fois? Même si je sais que tu délègues certaines tâches, mais est-ce que tu arrives à garder un œil sur ton activité en fait? Effectivement, j'ai des personnes de confiance parce qu'il faut dire que quand tu fais ce genre de trucs, il faut vraiment avoir des gens sur qui tu peux compter, des gens en qui tu as vraiment confiance. Voilà, j'ai des personnes qui gèrent vraiment bien. Jusque-là, tout va bien. J'ai pas vraiment, je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup être stressé sur d'autres trucs pendant que je suis vraiment focus sur le football. Donc, moi, je sais ce que j'ai à faire quand je dois signer des papiers ou des trucs. OK, mais j'ai vraiment des gens qui sont dans l'ombre, qui font vraiment tout le boulot. Alors, avant de revenir au tout début de ta carrière, je tiens déjà à te dire félicitations pour le récent sacre avec le Trabzonspor. Mais Merci. malheureusement ou heureusement au sport, on sait qu'on n'a pas le temps de se reposer sur les lauriers en fait. Et du coup, c'est déjà la reprise. Là, tu prépares un match. Merci déjà de me recevoir ou de m'accepter pour Merci. l'émission, bien que tu sois sur le point de, je vais dire, de livrer un match. Est-ce que tu as des objectifs clés pour cette nouvelle saison? Bon, écoutez, déjà comme tu l'as signifié, on a été champion. Du coup, ça nous donne le droit à la Champions League. Voilà, on a un match de barrage avant la Champions League. J'espère que Dieu fasse que voilà, on y accède. Et après, bon, je dirais que c'est un rêve d'enfant. Moi, ça va faire ma première participation, voilà, de jouer à la Champions League. Donc, honnêtement, moi, personnellement, le fait de jouer une Champions League, déjà, ça sera un objectif déjà à atteindre parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Et puis, collectivement, essayer de garder notre titre. Et puis, voilà, on va voir. Sinon, pour le moment, c'est que ça. D'accord. En parlant de collectif, c'est ta toute première saison justement au Trabzonspor. Comment est-ce que tu as été accueilli en fait par le vestiaire en fait? Bon, c'était pas mal. C'était pas mal. Malheureusement, le grand frère Gervais, il n'était pas là parce qu'il était blessé. Il n'était pas là il n'a pas vraiment. Bon, je suis venu, il était déjà parti. Il était déjà en soins, opération et tout. Mais voilà, je suis quelqu'un de pas vraiment compliqué. Je taquine beaucoup. Donc, tout passe facilement pour moi parce que j'aime vraiment parler avec les gens, voir comment ça se passe. Donc, c'est vite passé. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là, en tout cas. D'accord. En parlant de Gervinho justement, il se raconte qu'il a été en partie à la réalisation de ce transfert-là. Est-ce que c'est vrai? Les gens, je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça sort. Bon, j'ai pas vraiment tout sans offenser le grand frère, hein, sans l'offenser, voilà. Moi, quand ils m'ont appelé pour me dire, voilà, on était intéressés. C'est eux qui m'ont appelé. C'est pas ce que les gens disaient, mais bon, j'ai pas voulu démentir parce que je me suis dit que peut-être quelque part ça allait toucher, ça allait peut-être le grand frère allait mal le prendre et tout ça. Bon, quand ils sont venus me voir, ils m'ont parlé du projet, ils m'ont appelé pendant, je sais pas, longtemps. Et ça, c'était bien avant même que lui se blesse, ils étaient intéressés. Et quand il s'est blessé, ils m'ont relancé. Et j'ai eu le réflexe, moi je l'ai appelé, je lui ai dit, grand frère, voilà, comment tu trouves ça? Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, derrière, peut-être lui, eux, ils l'ont appelé pour lui demander des choses sur moi. Comment tu trouves le joueur? Et il a dit des trucs bien, voilà, c'est quelqu'un de bien, voilà. Mais c'est pas ce que les gens disent. Ça, c'est dit, j'ai vu des pages, des journaux qui disaient que
il a permis à ce que je signe à Trabzon. Comment c'est possible que... Ah bon, Après, il faut comprendre les Ivoiriens. Déjà que vous êtes, voilà. déjà que vous êtes Kwasi, que vous avez pratiquement le même style, un peu, on va dire, dans tout cas, dans les mêmes mesures, le même style de jeu. Ouais, Ils se font forcément des fixations et tout. Mais en tout cas, merci de le clarifier, en fait. Là, je vais dire, on va partir au tout début de ta carrière. En fait, tu commences très jeune avec la jeunesse sportive de Bassam, en fait. Comment est-ce que ouais. tu intègres ce centre de formation? Écoutez, comme tout Ivoirien, tout enfant africain, hein, on a commencé dans la rue, jouer au quartier tout jeune. Voilà. Et j'ai été repéré là, parce que déjà, il faut dire que j'ai eu la chance. Mon grand frère, il jouait déjà au foot et tout ça. Donc, du coup, j'ai été repéré parce que déjà, on parlait déjà de moi au quartier, les petits tournois de Maracana où tu prends le ballon, tu dribbles tout le monde. Moi, je faisais que ça. Donc, c'est comme ça que voilà, j'ai été recruté par le centre de formation. Ils m'ont pris et puis je suis allé là-bas, j'ai fait un test, ils ont dit, OK, c'est bon, tu restes. C'est comme ça que je suis intégré. D'accord. Alors ensuite, quelques années seulement après, à seulement 14 ans, tu rejoins le Moscou FC qui évolue alors en 2-2. Et même tu dois attendre l'année d'après pour pouvoir compétir vu que tu es surclassé, je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est ça où je me trompe? Si, si, c'est ça, vous avez raison. Parce que vraiment, ça a été, moi, ma carrière, tout est vraiment allé vite. C'est vraiment allé très, très vite. Dès que j'ai intégré le centre de formation, quelques années après, j'étais encore très, très jeune, j'avais quoi, 14 ans. Et on fait un match amical contre le Moscou FC, un match de préparation comme ça. Et on fait, le match est fini, je crois, 2-0 ou 2-2. Je mets deux buts. En tout cas, je fais un bon match. Et quelques jours après, on me demande de les rejoindre direct. Direct. Alors que j'avais 14 ans. Et j'étais surclassé, je ne pouvais pas déjà jouer. Donc, j'ai fait toute la saison d'entraînement avec eux, des matchs amicaux et tout. Et c'est l'année où j'ai eu mes 15 ans que je commence à compétir. D'accord. Et c'est quoi ton souvenir justement du championnat ivoirien? Et après, il faut avouer, tu es parti très, très jeune. Mais je veux dire, quelle est la sensation que tu as reçue en fait je veux dire, lors de ton passage au championnat ivoirien? À l'époque, c'était, bon, c'est différent maintenant, hein. À l'époque, c'était vraiment très, très physique. Et déjà que moi, j'étais très jeune, j'avais 15 ans et j'étais vraiment tout petit comme ça. C'était Chétif, on très va dire physique. même. Ouais, je prenais du Ouais. secours. Je jouais avec des papas. Les gars disent, hey, champion, moi, ils payent sac de riz, hein. C'était vraiment difficile. C'était très, très, très physique pour moi. Hmm. Mais j'arrivais quand même à m'en sortir avec mes dribbles et tout ça. Je faisais mes matchs très, très, très. C'était vraiment très difficile à l'époque. Et voilà, les matchs se jouaient à 14h, 15h. C'était vraiment difficile. Voilà. Mais quand même, je faisais mes matchs. Et c'est comme ça que il y a un match où il y avait la sélection qui faisait, il y avait le coach. Voilà. Je pense que c'était un match contre Mossou, Cyril Domoro. Ah, c'est là où j'ai été repéré pour la sélection des moins de 17 ans. D'accord. Je veux dire, avant de parler je veux dire, de la sélection des moins de 17 ans, parce que généralement, je garde ça précieusement pour la fin, où je continue de faire languir les gens pendant l'émission. Mais comment se fait le transfert, excuse-moi du thème, entre un club assez reculé, un club de 2-2, Mossou, et un club croate, en fait? C'est fou, en fait. Et surtout à ton jeune âge, en fait. Comment déjà se fait je veux dire, comment se font les premières prises de contact et tout? Et est-ce que ça a été facile, en fait, de réaliser ce transfert-là? Bon, il n'y a pas de transfert facile, hein. Il n'y a pas de transfert facile. Voilà, c'est des... faut dire que vu mes performances en équipe nationale, c'est juste après tout ça, les gars, ils te suivent. Ils te suivent, ils cherchent quelque chose. Quand tu leur donnes ça, et après les transferts se font. Voilà, avec tous les matchs qu'on a fait avec la sélection, les voyages et tout, ils ont suivi. Et c'est juste après toute la compétition qu'ils m'ont fait appel. Et puis, voilà, on est allé jusqu'à là-bas. On a vu que c'était l'offre qui était bien pour moi parce que à mon âge, je me suis dit qu'en allant là-bas, c'était garanti que je pouvais jouer tous les matchs. Sinon, il y avait plein d'équipes, mais j'étais tellement jeune que je partais peut-être pour être prêté ou être sur un banc. Donc, on a préféré aller là-bas pour que je puisse jouer et sentir vraiment le plaisir de jeu. Et c'est ce qui a été fait. D'accord. Alors, tu avais seulement 17 ans, si je ne m'abuse. Et est-ce que tu avais une idée en ce moment-là du championnat croate et de ses réalités?
ou je veux dire, tu as dû t'adapter en fonction de tes moyens? On est obligé, on s'adapte. Je ne savais pas comment ça se passait. Je n'ai jamais pensé même aller arriver là-bas. J'arrive dans un pays, je découvre le pays, je découvre le football européen, je découvre tout. Là, tout de suite, il faut s'adapter. C'est vraiment physique, c'est difficile. Et puis le climat, il faisait froid. Tout de suite, tu es obligé de t'adapter pour pouvoir t'imposer. C'est ce qu'on a, j'ai essayé de faire. Voilà. En parlant de différence de climat, parce que tout à l'heure, tu me disais, vous jouiez les matchs pratiquement à 14 heures sous le chaud soleil et de finalement se retrouver dans un autre pays où il fait pratiquement très froid, dans une toute autre langue, dans un, je vais dire, c'est pas les mêmes infrastructures et tout. Comment tu vis tout ce changement-là d'un seul coup? Difficile, difficile. Et moi, j'ai eu le malheur d'atterrir au mercato d'hiver. Du coup, c'était difficile. Je suis arrivé vraiment difficile. Tu t'entraînes, tu serres les dents, tu t'entraînes. Quand tu finis, tu arrives en chambre, tu pleures. Tu es gelé de partout. Moi, j'ai des problèmes quand je commence à geler. Je gèle des orteils et les doigts. Je ne sentais plus mes orteils. Mais tu es obligé. Tu as fait comment? Wow. Et quand tu rentres en chambre, sous la douche, ça fait mal. Il y a cette sensation-là de fraîcheur, chaleur, le changement, là, ça fait très mal. Ça brûle. Et c'était vraiment difficile dans les débuts. Franchement, je ne vais pas mentir, c'était difficile. Moi, parfois, je me cachais, j'allais en chambre quand je partais, et puis je pleure sous la douche. Ça brûlait tellement. Mais après, il fallait répartir parce que tu es obligé. Tu as déjà signé, tu as fait comment? Tu es obligé. Donc, Mais c'est comme ça, on s'adapte. c'est quoi, je veux dire, qu'est-ce que tu utilisais bien sûr comme âme pour dépasser, je veux dire, toutes les tristesses, toutes ces peines-là, en fait. Comment est-ce que tu arrivais à t'en sortir? C'est vrai, tu me disais, tu pleurais et tout, mais derrière, il faut un travail pour réussir à faire face finalement à cette situation-là. Comment est-ce que tu t'arrangeais justement? La famille, la famille. Ma mère, mon père, mes frères et sœurs, la famille. Quand je vois les conditions dans lesquelles je les ai laissés, c'est impossible de revenir comme ça. Tu pars d'une ville, d'un petit quartier précaire où tu laisses ta famille. C'est impossible, tu les laisses là. Impossible. C'était la source. C'était là où je puisais ma puissance, ma force, pardon. Et aussi, il faut dire que religieux que je suis aussi, il y avait Dieu, mon soutien. Voilà. Donc, ça faisait que ça me donnait beaucoup la force de pouvoir aller de l'avant. Alors, tu dis un truc sur lequel j'aimerais m'agripper, si tu me le permets. Justement, tu dis ta famille et tu cites en premier ta maman. Pourtant, je me souviens en tout début d'émission, tu as dit que ta maman n'était pas d'accord du tout pour que Même pas. je veux dire, pour que tu sois footballeur. Finalement, Même pas. comment elle accepte? À quel moment elle accepte? Et comment elle te voit finalement quand tu arrives en Croatie? Bon, elle a accepté déjà dans les débuts, quand j'ai commencé à faire les voyages, elle a accepté. Parce que, voilà, arrivé un moment, qu'est-ce qu'elle peut? Voilà, ton fils que tu veux pas, il est là, il voyage, il va, il revient. Voilà un peu d'argent, Ouais. voilà un peu de trucs, voilà, tu es obligé. Ça commence à dépanner, donc du coup, Ouais, ouais. elle est obligée, elle va dire, bon, voilà, au début, jusqu'à ce qu'après, elle me dise, voilà, qu'elle est fière de moi. Mais elle a accepté, elle a fini par accepter. Je suis un enfant, c'est vrai, au début, j'étais un peu, mais j'étais vraiment têtu. Parce elle m'avait tapé, elle m'avait frappé. Au début, non, tu vas pas. Mais moi, je le faisais. Ça me tape, le lendemain, je le faisais. J'étais vraiment têtu dans le début. Quand j'étais encore plus petit, tu joues pas. Je sors, je vais, je joue. Elle me tape, je partais. Donc, arrivé un moment, elle était obligée de dire, bon, vas-y, fais ce que tu veux. Jusqu'à ce que, après, elle me voit à la télé. Tu reviens, mais voilà, c'est bon. Elle était obligée d'accepter. D'accord, mais depuis tout à l'heure, tu n'as pratiquement pas cité ton papa, en fait. Pourtant, dernièrement, on t'a vu brandir ton maillot fièrement avec tes frères et ton papa. C'est quoi la place de ton papa vis-à-vis de tout ça? Qu'est-ce qu'il pensait, en fait, de cette situation? Mon père, c'est quelqu'un qui m'a vraiment soutenu. Lui, c'est quelqu'un qui est vraiment calme, au fait. C'est pour ça que lui, je ne parle pas beaucoup de lui parce que si ça aurait été lui, s'il y avait deux papas, il n'y avait pas maman, c'est-à-dire lui-même, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, prends, va jouer. C'était quelqu'un qui était vraiment d'accord avec. Puis, il ne s'en mêlait pas, au fait. Tu veux jouer, va jouer. En plus, ça l'arrangeait, il ne va pas payer école. Ah, c'est chaud. Donc, si tu dis, tu joues plus, mais il dit, bon, ok, c'est bon. Donc, lui, ça l'arrangeait même qu'il va sortir là encore, tout ça. Mais derrière, il nous soutenait beaucoup, tu vois. Mais tout ça, nous, on ne comprenait pas tout de suite. Tu ne peux pas comprendre que tes parents même t'aiment jusque-là.
C'est quelques années, tu vois, quand tu finis, que tu vois, ah, mon père, il ne voulait pas que je fasse ça parce qu'il y avait ce risque. Et c'est là que tu comprends que tes parents ils t'aiment. Mais tout de suite, nous, on ne voit pas ça. Tu te dis, ta mère te déteste parce que, ouais, elle ne veut pas que tu joues au foot. Alors que ce n'est pas ça. Sinon, mon père, il m'a beaucoup soutenu aussi. Il a été vraiment là dès le début, depuis, même quand ma mère ne voulait pas. Mais comme lui, il jouait son rôle de parent. Il est obligé de soutenir sa femme qui dit, bon, écoute, petit, voilà, il faut le faire. Il ne peut pas prendre parti et puis sa femme. Donc, il est obligé de soutenir. Mais sinon, c'est quelqu'un qui m'a soutenu beaucoup aussi. D'accord. Alors, en Croatie, tu totalises 3 saisons avec 17 buts et 12 passes décisives. Mais la saison, pour moi, la saison la plus prolifique que tu aies eue en termes collectifs, je veux dire en termes collectifs, pardon, est celle de 2013, où tu es plus au service de l'équipe, vu que pour 36 matchs joués, tu marques 7 buts et tu fais 6 passes décisives. Et cela même participe à, je vais dire d'ailleurs, à vous permettre un titre de Coupe de Croatie. Sauf que la saison d'après, tu joues pratiquement 10 matchs de moins, mais tu fais plus de buts. Comment tu expliques ça en fait? Bon, ça devenait difficile un peu. L'objectif, au fait, le problème, c'est que dès mes premières saisons, c'est-à-dire mes premiers 6 mois en Croatie, il y a les offres qui pleuvaient déjà. Ça commençait à venir. T'entends, lui là vient, lui là, ça fait ça, ça fait ça. Donc, ça faisait que déjà, moi, j'étais très jeune. C'était vraiment, ça me perturbait au fait. Donc, ça fait que souvent, j'étais pas constant dans mes performances. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Parce que j'arrivais pas à faire la différence entre soit être buteur ou soit être passeur. Je ne savais pas ce que je voulais, en fait. Et moi, je voulais juste faire des skills, je voulais dribbler, je voulais être ça. Mais j'étais plus content quand je faisais des dribbles et des passes que marquer. Donc, arrivé un moment, je me dis, soit je marque, soit... J'étais un peu confus. C'était un peu confus. Donc, cette saison, je marque, ça, j'étais... Parce qu'à l'époque, j'étais très jeune. J'étais quoi, 18, 19 ans. Et je ne savais pas vraiment. Et il fallait que les saisons passent pour que je me dise, OK, cette saison, tu vas faire ça. Sinon, moi, je ne regardais pas que je vais marquer 6 buts, 5 passes. Je faisais mes matchs, en fait. Je faisais que mes matchs. C'est comme ça. Je faisais que des matchs. Alors, un soir, tu reçois un appel inopiné d'Ericsson qui Mhm. sollicite tes services pour le Shanghai en Chine. Qu'est-ce qu'il a pu bien te dire exactement pour te convaincre? Bah, après, on sait, c'est quand même Ericsson et tout. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement qui t'a fait tout de suite, tu t'es dit, il faut que je parte en Chine? Écoutez, d'abord, franchement, quand il a appelé, j'ai vu la voix bizarre. J'entends, c'est Ericsson. Je dis, Ericsson? Il me dit Sven Goran Ericsson. Quand je dis, oh, le coach. Il dit, oui, c'est moi. Il s'est présent tout de suite. J'ai dit, non. Oh. Donc, tout de suite, il me raconte, écoute, je suis en Chine, j'ai un projet. Donc, il m'a expliqué le projet qu'il avait. Voilà, il avait signé, je crois, un contrat de 3 ans. Donc, du coup, il me voulait pour 3 ans aussi. Il a dit qu'il était là pour un contrat de 3 ans et qu'il me voulait. Et qu'après ces 3 ans, il allait m'aider à rejoindre l'Europe d'un grand club. Un club qui ça fait longtemps qu'il me suivait et tout ça, qu'il allait m'aider à rejoindre l'Europe. Donc, il voulait que je vienne avec lui. Bien sûr, côté financier, ça allait être mieux. Et aussi, dès que je finis mes 3 ans, lui-même, il allait m'aider à partir en Europe dans un très bon club. Donc, du coup, j'ai vu que le projet était vraiment intéressant. C'est comme ça que je suis parti. D'accord. Alors, tu arrives en Chine, tout se passe bien pour toi et tout. Tu fais 2 magnifiques saisons au Shanghai et finalement, tu te retrouves au One. Mhm. Mais moi, en fait, je vais dire, l'épisode que j'aimerais déjà avoir avec toi pour le One, c'est la pandémie de la COVID-19, en fait. Vu qu'elle démarre Mhm. précisément dans ta ville, en fait. C'est C'est quoi ça, les souvenirs exactement. que tu as gardés, en fait, de cette période de ta carrière-là? Ah, ça, c'est un moment que je ne vais pas oublier. C'était catastrophique. Il faut dire que déjà, nous, on n'était pas là. Moi, je n'étais pas là. J'ai eu la chance, grâce à Dieu, je dis merci à Dieu. Je suis parti, ils ont déclenché ils ont déclenché l'alerte un mois après notre départ. Et après le championnat, un mois après, il y avait des cas. Et juste après qu'on part, alerte, on ferme tout. J'avais des potes qui étaient là-bas, c'était horrible, horrible, horrible. Vraiment, ils ont vécu l'enfer. Et je ne vais jamais oublier ça parce que franchement, c'est de là que tout est parti. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment difficile.
J'étais obligé, j'ai fait plein de dons à des Africains parce il y a plein d'universités africaines là-bas et tout. J'ai vu vraiment des gens qui n'étaient pas bien. Franchement, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Mais bon, c'est- c'était pas facile. Et justement, tu dis que tu as dû soutenir des personnes qui étaient dans des situations très difficiles. Et bah, je comptais garder justement une lucarne pour cette partie de toi que tout le monde connaît, le fait de vouloir constamment partager. D'où est-ce que ça te vient? Bah, on a eu beaucoup de, je vais dire, beaucoup de témoignages lors de la préparation de l'émission. On nous disait, Crespo, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui n'est pas complexé et tout. C'est quoi en fait le leitmotiv de ce comportement en réalité? Je pense que ça vient de l'éducation que j'ai reçue. Ça vient de ma mère. Voilà. J'ai grandi dans une famille où normalement nous sommes cinq, mais on était 45 à la maison. Entre couchés, on est 45. Ma mère l'avait accueilli tout le monde. Tu viens, parfait. De son village. Lui là, non, mon fils a eu le BPC, il va dormir, elle prend. Et elle était tellement généreuse. Et c'était le partage et tout ça. C'est ce elle nous a tous, elle nous a montré ça. C'est l'éducation qu'on a reçue d'elle, de pouvoir partager tous mes frères, tous. On est tous comme ça. Voilà, c'est de là que on a pris parce que de la famille, on partage tout. Un morceau de pain, 50 francs, elle prend huile dedans, elle va partager comme ça. Nous sommes un, tout le monde, tu vas avoir, même si c'est un bout, tout le monde va avoir. On devait partager. Même quand c'est pour toi, tu dois partager. Donc, elle nous a montré ça. Ça fait qu'on a grandi avec cette mentalité de partager, partager. Quand tu viens du bas et tu sais ce que les gens, tu regardes le gars même, il a faim. Tu as eu faim comme lui, tu sais que c'est pas bon. Donc, si tu es un peu, tu es obligé. Ça fait que je me mets souvent à la place des gens qui ont besoin parce que moi-même, j'étais dans le besoin. Donc, quand c'est pour moi, ça me touche. Et puis, en tout cas, quand j'ai ça, si j'ai ça, souvent même, j'ai pas suffisamment, je donne comme ça. En tout cas, Ça vient de ma mère. quelqu'un a voulu bien le résumer et nous envoie une vidéo. Et là, je t'invite à voir justement la vidéo. Le pro, le pro, attends, monter vite même. C'est une vidéo spéciale pour mon frère. Le pro, c'est le GOAT. Franchement, pour ceux qui ne le connaissent pas, mon pro Jean-Yves Kwasi Crespo, c'est même plus mon pro, mais c'est devenu mon frère. C'est quelqu'un qui m'a, on peut dire, il m'a adopté. Il fait maintenant partie de sa famille et il fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup! Il fait beaucoup de bonnes choses dans ma carrière pour moi et pas pour moi seul. J'ai assisté à plein de, j'ai assisté à plein d'événements comme ça, tu vois, où il aide des gens, mais il n'aime pas qu'on en parle. Il n'aime pas. C'est pas quelqu'un qui cherche la gloire de j'ai fait ça, il faut dire à tout le monde. Non, il n'y a pas vous dire ce qu'il a fait pour moi, mais sachez que toute ma carrière que vous voyez là, même le festival, la Bia Festival que j'ai initié, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est lui qui a sa main dans tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, à tous les niveaux, il intervient. Et il est comme ça avec tout le monde. Sans rien chercher en retour. Parce qu'il ne veut même pas que tu fasses un poste pour dire merci, tu as fait tant pour moi. Non. Reste comme tu es le pro. Evra, reste comme tu es. On a des choses en commun. On est des enfants. On vient du sous-sol. Voilà, c'est comme ça. Dans la vie, là, quand tu es quelqu'un qui a animé, quelqu'un qui a traversé des situations difficiles, et que Dieu finit par te bénir, tu deviens soit très gentil, soit très, très renfermé. Et lui, c'est quelqu'un qui est très gentil, très ouvert à tout le monde, qui ne trie pas les gens, quoi, qui ne regarde pas ta classe sociale pour être gentil avec toi ou non. Il ne trie pas l'homme. Il respecte l'homme, il connaît la valeur de l'homme parce qu'il sait d'où il vient. Reste comme tu es, il n'y a pas trop parler, il n'y a pas prendre ton temps. Il peut faire 10 vidéos pour faire ton attendant tout simplement. En tout cas, continue à rester comme tu es, à faire du bien aux gens sans rien attendre en retour. Je serai toujours prêt pour moi, de façon que tu es prêt pour moi là. Je serai toujours prêt pour toi. Pour savoir ça. Mais, je dis, oh, tu dis que tu vas faire un album là, c'est comment? ton single là, sort. Comme on dit que lui, les rappeurs, moi, il dit, je suis footballeur. Mais c'est mon gars, ça, c'est mon frère. Le pro, qui t'attend à Babi. L'album est sorti, on va faire les clips, on s'enjaille, tu connais. De mon côté, il y a déjà full, de ton côté aussi, continue à faire les triplés, les quadruplés, les marque tes buts, moi, il y a tué le game ici. On est ensemble. Amuse-toi bien. Continue à bosser parce que nous, on prie pour que ça continue à avancer là-bas. Parce que quand ça marche chez toi, ça va chez nous aussi. Faut que la pluie continue à tomber sur l'arbre, qu'il ait de beaux fruits. Comme ça, nous, on va venir ramasser un peu de fruits pour manger. Merci. Que Dieu te bénisse, le pro. Vidéo spéciale pour toi. On est ensemble.
Ah, il est fou. Ça, c'est une exclusivité, ça. Jean-Yvan Kouassi au rap. On ne savait pas que Jek avait des. Je veux dire, déjà, Jek, on se doutait, mais que Crespo soit un rappeur, ben, on n'avait jamais pensé à ça, on n'a pas vu Ah, venir. mais non, mais non, mais non. C'est pour rigoler avec lui parce que lui, il prend l'habitude de dire que lui, il a signé à Manchester, que lui, c'était un pro. Une fois, on était à la plage, on jouait, puis il est nul. Donc, lui dit, toi, c'était un pro. Donc, comme il dit c'était un pro que lui, il a joué, donc moi aussi, je m'amuse à dire que non, je chante et tout ça. Donc, souvent, quand il est à la maison, on est dans mon salon privé, on se met à chanter, on fait des bêtises, en fait. Donc, on rigole comme ça. D'accord. Sinon, Alors, rien de sérieux. d'accord. Alors, infiniment merci à Elou qui est en ce moment en promotion de son dernier album, Le Retour de la Pierre, mais qui a tenu absolument à nous faire cette vidéo. Il a dit, écoute, Momo, je veux faire plus de 10 vidéos même en fait, mais seulement tu me donnes qu'une seule minute. J'ai dit, bah, tu peux pas garder toute l'émission justement pour toi. Et c'est quoi vos relations en fait justement avec Elou? Parce qu'il nous a dit beaucoup de bien de toi et tout. C'est quoi exactement vos relations en fait? Qu'est-ce qui vous lie en fait? Bon, écoute, c'est devenu un peu comme mon frère. Ce qui nous lie, c'est nos histoires, au fait. Tu vois, on a à peu près les mêmes histoires. Tout de suite, on s'est connus, chacun a parlé de lui, et on s'est rendu compte que on avait à peu près les mêmes histoires. On avait connu les mêmes galères, c'était vraiment pareil. Et c'est quelqu'un qui est vraiment comme moi, il est vraiment humble. Si tu le croises dans la rue, tu dis tout de suite, dans ce fait, ça, il est humble comme rien. Et moi, j'aime les gens de personnes comme ça. C'est une star, hein, Abidjan, tu le vois, quand on marche, nous deux là, photo, photo, on veut photo. Mais il est rien comme ça. Il est comme ça, humble. Et moi, c'est comme ça, moi, je préfère les gens, en fait. Parce que quand il sait, comme il a dit dans sa vidéo, quand il sait où tu es quitté là, franchement, tu sais vraiment où tu peux aller, tu veux aller. Lui, il est humble, il fait sa musique, il s'en fout de ce que. Il est vraiment humble. Et ça fait que moi, ça m'a touché tout de suite. Et puis, il y a nos histoires qui se ressemblent vraiment. Ça fait que tout de suite, on a collé. Et c'est quelqu'un vraiment, il est vraiment aussi gentil. Il est vraiment serviable. Vraiment. D'accord. Mais comment ça se fait justement qu'une personne assez timide de nature comme toi ait autant d'amis artistes en fait? J'arrive pas à comprendre en fait. Non, je dirais pas. Les gens, ils comprennent pas. Soit au début, ils ont commencé à dire oui, Crespo, l'ami de. Vous savez très bien, les artistes en Côte d'Ivoire, comment ça se passe. Aujourd'hui, dès que tu es un peu, si tu as les moyens, c'est pas forcément tous. Il y a des artistes que même je connais pas, j'ai jamais vu qui chantent mon nom. Tu comprends un peu? Il y a quelques-uns que je connais, oui. Il y a quelques-uns que je connais, mais avec les loups, c'est vraiment différent en fait. Lui, c'est devenu comme mon frère, c'est devenu comme vraiment. Ben, c'est le seul qui est dans mon intimité en fait. C'est le seul qui vient chez moi, il mange, il vient même, il insulte ma servante. Oh, toi là, donne-moi à manger. C'est le seul qui rentre chez moi. Et puis, il a ça en fait avec moi, c'est le seul. Le reste là, c'est vraiment professionnel. Quand ils ont besoin, je les aide. C'est un besoin en fait. C'est que les artistes, ils viennent. Je dirais que voilà, c'est peut-être la générosité là qui a fait qu'aujourd'hui on dit que si c'était des entrepreneurs qui étaient venus dire comme ça, ils allaient aussi dire pareil. Je suis à la maison, souvent, on me dit, ah, il y a tel artiste au portail qui veut te parler. Bon, ok, il vient, il rentre, ah, j'ai besoin de toi. De temps en temps, je l'aide. Lui aussi, en retour, il va dire, bon, comme il m'a aidé, je vais chanter son nom. Sinon, jamais je vais me lever pour dire, non, tiens, il faut chanter mon nom. S'il avait fait ça, là, tout quoi, il va dire que même le président va chanter mon nom. Il dit, il est dans l'argent à tout le monde pour chanter. Non. Mais ils viennent expliquer un problème, non, j'ai besoin de ça. Quand tu leur donnes, eux, la reconnaissance, là, ils vont dire, bon, ok, dans ma chanson, il y a. Mais après, il faut leur dire, comme il a dit, moi, j'aime pas. Je leur dis, non, fais pas, fais pas. Mais ils tiennent vraiment à ça. Après, maintenant, ils disent, bon, faites comme vous voulez. C'est pour ça que les gens pensent que c'est pas genre, c'est des potes et tout, mais c'est une reconnaissance, c'est une marque de reconnaissance qu'ils ont envers moi après ce que je fais. Quand ils viennent dire non, comme ça, si tu les aides, ils veulent, voilà, c'est une marque de reconnaissance. Mais de toute façon, cela n'empêche pas, bien sûr, de garder tes performances. D'ailleurs, je vais dire pour revenir à la Chine, tu termines meilleur buteur africain du championnat avec un ratio de 41 buts en 4 saisons. Et d'ailleurs, tu avais même été sollicité par la sélection chinoise, en fait. Est-ce que tu arrives justement à ce propos de regretter d'avoir décliné cette offre, en fait? Non, 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 je ne regrette pas. C'est vrai que derrière, il y avait assez d'argent, beaucoup, énormément même. Mais je ne regrette pas parce que derrière, j'ai fait, j'ai pu atteindre l'objectif principal qui était de jouer pour la sélection de Côte d'Ivoire. C'était le plus gros de mes objectifs, de ma vie, de ma carrière, je dirais, de jouer pour mon pays.
voilà, c'est derrière aujourd'hui, je joue pour mon pays, il n'y a rien de tel de représenter son pays. Donc, franchement, si c'était à refaire, je le referais. Là, on va partir maintenant pour le moment où généralement tout le monde attend en fait ton passage en sélection. Toi, en sélection, comme tu l'as dit, c'est au Mossou que tu es repéré en fait. Et tu commences en U17, c'est ça? C'est la catégorie par laquelle tu commences. Ouais, les moins de 17 ans. D'accord. Et vous commencez par la Coupe d'Afrique où vous finissez quatrième derrière le Congo en 2011. Je veux Exact. dire, comment est-ce que vous préparez déjà la Coupe d'Afrique? Déjà, comment tu apprends que tu es sélectionné pour la Coupe d'Afrique en fait? Déjà, derrière, il faut dire qu'il y avait les qualifications pour la CAN qu'on a joué. Voilà. Donc, j'ai été, comme je le disais auparavant, il y avait un match. On jouait un mot sous Cyril Domoro. C'est juste après le match que mon président du club m'a appelé pour me dire, écoute, demain, rends-toi à Belgerville parce qu'il y a la sélection qui t'a appelé, ils veulent te voir jouer. Ils veulent te voir en test, ils veulent jouer parce qu'il y avait le match retour contre le Bénin. Je dis, OK. C'est comme ça que je suis allé. En 5-10 minutes, on dit, c'est bon. Et j'ai intégré la sélection. 5-10 Donc, minutes. vite fait, je me rappelle comme si c'était hier. Ils ont fait, parce que ils avaient l'équipe, normalement, l'équipe avait fait le match aller D'accord. au Bénin. Mhm. Quand ils sont revenus, il fallait jouer contre le Bénin en Côte d'Ivoire pour se qualifier. On devait jouer contre le Bénin en Côte d'Ivoire pour se qualifier. On avait fait, je crois, 0-0 là-bas. Donc, quand ils sont revenus, il y avait plein de joueurs qui sont venus passer test, tout cela. Et coach Alain, à l'époque, il cherchait un attaquant de pointe. Un neuf, un attaquant, un vrai attaquant. Moi, à l'époque, je jouais en attaque quand j'étais plus jeune. Donc, il a fait l'équipe des anciens qui étaient là, ils étaient là. Et puis, il a fait l'équipe des nouveaux qui sont bon, OK, l'attaquant de Mossoul, il est où? Il a dit, bon, OK, allez, devant. Donc, on commence le match. Paf, 5 minutes, c'est les appels d'eau. Paf, paf, crochet. Il dit, bon, attendez, arrêtez. Il a arrêté le match. Il a enlevé la chasuble chez l'autre. Il m'a donné, il dit, bon, OK, toi, tu passes dans l'autre équipe. Je vais intégrer ton équipe, même maintenant dans l'équipe des anciens. Et en 10 minutes, je marque déjà, je sais pas, 2 buts, je sais pas, un truc comme ça. Et puis bon, moi, j'étais venu pour le test. C'était à Benjamin, au centre technique, je me rappelle. J'avais pris mon sac, mis ma chaussure, je suis parti un dimanche. On finit l'entraînement, il dit, bon, OK, appelle tes parents, ils n'ont qu'à envoyer tes affaires. Tu dors ici, tu restes en même temps. Oh. Il n'y a pas à bouger. Tout de suite, tout se fait en Non. même temps. C'est comme ça que j'appelle mon frère, on m'envoie mes trucs. C'est comme ça que je reste. Et c'est là que je suis resté. C'est comme ça que je reste. Je suis resté comme ça, sans affaires. Je suis resté en équipement. On m'a envoyé mes équipements. Et j'ai intégré la sélection. On a fait les matchs. On s'est qualifié. Et on allait à la CAN comme ça. À la CAN, vous avez quand même eu un beau parcours, sauf que finalement, vous perdez la troisième place contre le Ouais. Congo. C'est quoi je veux dire, l'état d'esprit finalement quand vous perdez cette rencontre-là, étant jeune? Parce que les défaites, généralement, c'est bien quand on est jeune, mais c'est aussi dangereux quand on est jeune en fait, parce que ça, souvent, ça te coupe l'herbe sous le pied et finalement, tu n'as plus assez de force pour rebondir en fait. Mais vous, comment vous vivez cette situation-là en fait? On était déçus. On était déçus. Déçus, on était. On avait une meilleure équipe. On était très bien. On avait le meilleur jeu. On était bien. On était vraiment déçus parce qu'on perd si des erreurs voilà, individuelles. Je ne sais pas, le gardien avait fait une erreur. Père à son âme, il s'appelait comment Desbordeaux, j'ai oublié son nom. Je pense qu'il est décédé maintenant. Il avait fait une erreur et on perd à la dernière minute. On prend un but et puis on perd. On était vraiment déçus parce que voilà, on perd la demi-finale 1-0 contre le Rwanda où on avait superbement bien joué. Et on s'est dit, bon, OK, on prend quand même la troisième place. On arrive là-bas, erreur, paf, paf, 2 buts, on perd 2-1. On était vraiment dessus. Mais bon, comme tu l'as dit, on apprend et c'est ce qu'on a fait. Alors, quelques mois seulement après, justement, vous partez pour le mondial des cadets au Mexique. Et là, c'est quoi, après, je veux dire, après que, parce que c'est pratiquement le même groupe, avec le même entraîneur, vous avez encore Alain Guaméné. C'est quoi la préparation finalement? C'est quoi l'état d'esprit avec lequel vous entamez ce nouveau championnat-là? Ouf, c'était clair qu'on partait pour quand même arriver à un niveau, pas peut-être pour remporter la Coupe du Monde, mais on se disait qu'il fallait quand même accéder au quart ou demi-finale parce que on avait un très bon groupe. En match de préparation, on avait joué contre l'Angleterre de Sterling déjà.
On avait perdu 5-4, on avait superbement bien joué. On avait joué contre Mexique, on avait perdu 2-1. On jouait vraiment bien. On jouait, on était très, 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 très confiants. Donc, on s'est dit, bon, OK, on allait quand même arriver à un niveau. Donc, on était mentalement, on s'était préparé. On avait fait le stage, je crois, en France. On avait fait un stage de 2 ou 3 semaines, je crois, en France. Et tout s'est vraiment bien passé. Et on était vraiment, vraiment dedans. On était dans la compétition. Mais bon, malheureusement, arrivé en huitième, on a été éliminé par la France encore par des erreurs. Euh, Et Encore décevant. justement, pas par n'importe quelle équipe de France. Une équipe où il y a ton futur coéquipier à l'air, en fait. Je veux dire, comment vous avez vécu ce... Après, c'est la France. Après, on sait tous que la France, c'est quand même... Au niveau international et tout, c'est quand même la France. Mais comment vous le vivez, en fait, cette désillusion? Parce que vous étiez quand même bien parti. Nous, on a ce match-là, je ne vais jamais l'oublier, on a très, 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 très mal pris parce qu'on mène 2-0 contre la France. C'est-à-dire, en plus de mener 2-0, on les traîne. Ça sort, ça revient, ça sort. Et on nous avait promis une grosse prime. On était jeunes, on avait quoi, 17, 18 ans. On dit, ah, on nous dit, on gagne, on donne 7 millions chacun. Et déjà à la mi-temps, on s'est dit, tu appelles déjà la vieille, sortez de la maison, il y a déjà acheté des terrains. On avait promis 7 millions à chacun si on gagnait le match. Et on mène 2-0. En plus de 2-0, c'est-à-dire on est en train, nous-mêmes, on est sur le terrain, et puis eux-mêmes, ils nous disent, franchement, les gars, vous jouez bien, vous allez nous gagner, vous allez, c'est sûr, vous allez gagner. Ils nous disent, c'est sûr, on gagne la Coupe du Monde. Tu vois, vous jouez, puis l'adversaire te dit ça. Et on mène 2-0. Tac, 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 ça sort, paf, paf, on est là, on est bien. Transversal, tu prends, paf, il donne, Koulibaly, Mac, on est bien. Et puis, erreur défensive de notre capitaine à l'époque, enfin, on fait un centre. Lui, il voulait faire poitrine, en même temps tête. Genre, il est confus, poitrine, tête, penalty. Ça fait 2-1. On s'est chié là-dessus en même temps. 2-2. Jusqu'à 3-2. Quand on a perdu le match. Non, j'ai jamais souffert comme ça. On a souffert. On n'a même pas de... On a souffert. Il y a de quoi. Il y a de quoi. En fait, moi, je pense que c'est plus dû à l'ascendance psychologique, en fait. Parce que de mener 2-0, quand on mène et qu'on prend un but, je veux dire, à un moment crucial comme ça du match, bah, l'équipe qui a mis le but bah, gagne forcément en force mentale, en fait. Et du coup, vous aussi, vous basculez mentalement. Et du coup, ça se joue à ça, en fait. Sinon, il y avait du talent, il faut dire que vous étiez vraiment prêt, justement. On était super. On avait une super. Moi, quand je regarde l'équipe qu'on avait, franchement, les adversaires nous disaient ça. C'est-à-dire, même on joue un match, même on est en train de perdre, ils disent oui, vous, c'est sûr, vous allez gagner la Coupe du Monde. C'est sûr, vous allez tous passer pro. Ils nous disaient ça. Ils nous disaient, vous allez tous passer pro. Mais après, le football a ses réalités. Et c'est ça la vraie raison. C'est ça. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le football, justement, a ses réalités. On parle Ouais. généralement de blessures, d'agents de joueurs, de... Est-ce que tu as un conseil, justement? Parce que généralement, je garde cette partie-là pour la fin. Mais toi, en tant que professionnel, en tant que quelqu'un qui est passé en Croatie, en Chine, Mhm. et qui est désormais au Trabzonspor, qui, bien sûr, de façon légitime, est d'abord passé en Côte d'Ivoire, parce que ça arrive rarement, généralement, justement, de venir de la Ouais. Côte d'Ivoire, faire tout ce processus-là, c'est rare. Mais toi qui as vécu tout ce processus-là, je pense que c'est assez légitime que tu sois en mesure de donner des conseils, en fait, aux jeunes. C'est quoi ton conseil, en fait, pour tous ceux qui aspirent à devenir des professionnels comme toi aujourd'hui et qui passent par des moments compliqués ou on va dire même, pour ceux même qui sont dans de bonnes, je veux dire, situations en ce moment, c'est quoi ton conseil? J'ai l'habitude de dire à mes amis souvent, le football, il est plus mental que physique. Si déjà dans ta tête, tu n'es pas prêt. Je connais plein de joueurs qui sont tellement talentueux, plus que d'autres qui sont passés pro. Mais derrière, ils ne sont pas passés pro. Parce que quelque part avant, ils avaient des problèmes de famille, ils avaient des problèmes, des petits problèmes qu'ils n'ont pas pu gérer ici. C'est la tête qui travaille d'abord. Il faut déjà être bien ici. Il faut ça, soigner ça. Dès que c'est géré ici, le pied, même quand tu n'es pas trop, tu peux apprendre. Tu fais, ça va venir. Mais ici, là, on n'apprend pas à être intelligent. Ça, c'est la tête. Il faut être fort dans la tête. Il faut avoir des pieds. C'est les pieds qu'il faut avoir dans la tête. C'est ce que je leur dis. Il faut être mentalement très, 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 très costaud pour jouer au football.
Parce que c'est vrai que même dans la vie, partout, il y a des sacrifices à faire, mais le sacrifice du football, il est vraiment top là. Vous allez remarquer que les footballeurs qui réussissent au football, même quand il finit de réussir au football, qui se lance dans d'autres trucs de business, ça prend parce que les coups qu'il a pris au football là sont tellement forts que quelque part, quand il s'est investi, quelque part, qu'il sait gérer, ça prend. Parce que ça te rate pas, le football, ça te rate pas. Donc il faut être fort dans la tête. Et puis le travail, ça c'est sûr partout. Il faut bosser. D'accord. Alors, quelques années plus tard, je vais dire plusieurs années après, tu rejoins enfin la sélection A. Déjà, qu'est-ce que ça te fait d'apprendre qu'on te considère comme le nouveau Aruna Dindane, en fait? Fierté. Fierté inexplicable. Parce que je me rappelle il y a des années où j'étais assis devant la petite télé de papa blanc-noir où on regardait les matchs. Et puis, tu regardes et tu te dis, oh, un jour je vais jouer. Tu te dis, un jour je vais jouer. Oh, lui là, je vais jouer comme lui. Bénédiction de Dieu, tu joues et on te compare à lui. Les choses, le truc, maintenant, la série sur le gâteau, tu croises le mec et il te dit, t'es fort, t'es peut-être plus fort que moi, mais vas-y, fais comme ça. Mais c'est des trucs C'est qui... fort. C'est trop fort. C'est fort. On a pas C'est le temps. clairement Mais fort. avec le grand frère, il m'a expliqué beaucoup de choses. Moi, je suis allé vers lui, j'aime beaucoup le parler. Je suis allé dire, mais grand, c'est comment? Il m'a dit, écoute, ce que tu fais déjà là, tu ne peux pas savoir, c'est trop. Il m'a dit, ce que tu fais déjà, c'est ça. C'est bon, tu es bien là, mais il faut faire comme si, il donne des conseils, mais c'est des trucs, même je ne peux pas expliquer, c'est C'est trop. fort. C'est fort, en effet. Et il n'y a pas que lui. Tu vois, après, nous, en tant que supporters, c'est facile pour nous de faire tout de suite les comparaisons, de dire, ah ouais, lui, c'est le nouveau temps, ah ouais, lui, il a un jeu. Mais quand tu as la confirmation de quelqu'un, d'un vétéran aussi, comme Kolo Touré Habib, qui te qualifie même de son coup de cœur, comment tu vis toutes ces situations-là? Parce que c'est, Euh, en tout cas, à part toi, moi, jusque-là, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne suis pas assez, mais jusque-là, je n'ai pas encore vu un hommage je veux dire, de cette envergure-là, depuis quelques années, en fait, de dire que quelqu'un comme ça est son coup de cœur, c'est chaud, en fait. Il n'y a pas beaucoup de compliments, en fait, dernièrement. Et de recevoir tous ces compliments, qu'est-ce que ça te fait, en fait? ouais, vraiment, ça m'a touché, surtout celui-là, parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. C'est un pote qui m'a appelé, qui m'a dit, t'as vu la vidéo? Je dis, quelle vidéo? Il dit, attends, je te balance. Je vois une vidéo, le grand frère, il parle, le grand frère Kolo Touré qui parle, et puis il dit, voilà, il parle de moi, je dis, oh, c'est de moi qui parle? J'étais choqué. Ça m'a vraiment fait plaisir, hein. J'étais tellement content que je me suis dit, oh, vraiment. Et là, il faut dire que moi, déjà, j'ai pas tout de suite, j'ai pas accepté mon niveau, en fait. J'ai pas accepté ce que j'étais devenu. Quand je dis j'ai pas accepté, c'est que j'étais à un niveau comme ça, mais je me rendais pas compte. Je me disais, ouais, c'est toujours le petit Crespo, Cathy et tout. Donc de là, ça commençait à me faire mettre la puce à l'oreille pour dire que, écoute, tu es arrivé à un certain niveau, voilà, il y a des trucs que tu peux plus faire. Mais je ne captais pas. Mais ces genres de petits trucs-là, tu dis, ah, le grand frère, c'est-à-dire le monument, un monument, va te dire, c'est fort, c'est fort. Et ça fait vraiment plaisir et ça encourage. Quand c'est comme ça, moi, personnellement, ça me fait, je dis, bon, ok, s'il a l'œil, c'est qu'il va continuer de me regarder. Donc, du coup, il faut que je fasse encore plus pour qu'il continue. Voilà. Donc, ça, franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. D'accord. Alors, on va revenir à la CAN, on va parler de la CAN. On a remarqué qu'à l'approche de la CAN, tu t'entraînais à Solbeni, en fait, pendant que ton club était en plein championnat. Alors, tu avais fait le choix de ne pas t'y rendre afin d'éviter la quarantaine qui durait pratiquement 3 semaines. Je veux dire, pour mieux garder tes forces pour l'équipe nationale. Mais comment déjà tu as accepté de prendre ce risque quand on sait que ce n'est pas évident et après de te rendre compte finalement que tu avais le soutien du coach pendant cette période assez compliquée pour toi? Déjà, comment tu prends le risque et comment tu apprends finalement que tu as le soutien du coach? Parce qu'après, l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Et d'accepter d'avoir un laps de temps sans compétition et de finalement avoir l'approbation de son coach, comment tu vis cette situation à toi? Bon, déjà, le coach, déjà, il m'avait déjà parlé. J'ai parlé avec lui avant.
il m'a suggéré ça, tu vois. Il m'a suggéré ça. Donc, moi, j'ai parlé avec mon club. Je leur ai dit, écoutez, euh, voilà la situation. Je ne pourrais pas venir parce que voilà, voilà, voilà. Et avant de partir, je leur avais expliqué, mais ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Mais quand je suis rentré, que j'ai parlé avec le coach, tous deux, on a trouvé la solution. On a dit, bon, OK, au lieu de partir, c'est mieux que tu fasses ça et tout. Donc, on avait fait un programme. Je me rendais en France. J'étais entre la France et la Côte d'Ivoire. Je partais en France pour me préparer aussi physiquement et tout ça. Et après, je revenais tactiquement avec des équipes en Côte d'Ivoire, à Sol-Béni, comme il a fait. Donc, avec le coach, on avait prévu ça. Parce qu'il comptait sur moi. Il voulait que je sois là. Parce que c'était sûr, une chose était sûre, si je partais, je ne pouvais plus revenir. Ça, c'était sûr. Donc, il a préféré, ensemble, on a fait un plan. On a trouvé que c'était mieux que je reste. On a appelé mon club, on s'est entendu et puis voilà, on a fait ça. Avant de te recevoir, j'ai essayé de permettre à mes amis et tout de participer en fait au questionnaire en fait. Et l'une des questions qui est le plus revenue est le fait que tu sois le plus performant lorsque tu rentres en deuxième période, je veux dire avec l'équipe nationale précisément. Pourtant, quand on te titularise, bah, on a comme l'impression que tu ne parviens pas à tirer ton épingle du jeu. Qu'est-ce qui explique ça en fait? Bon, je ne sais pas. J'essaie tout de suite parce que je suis un joueur avec le volume de jeu que nous on met. Nous, c'est la vitesse. C'est tout de suite, il faut essayer de créer des situations et tout. C'est vrai que c'est mieux peut-être que je rentre en deuxième mi-temps où ils sont déjà fatigués pour les achever, ou peut-être les achever pour que quelqu'un d'autre vienne terminer le boulot. C'est les deux choses. Moi, mon boulot, quand il est sous les du coach Patrice Baumel, mon boulot, c'était soit les fatiguer, ou D'accord. soit les fatiguer pour que quelqu'un vienne terminer le boulot. Ah, Donc, je souvent, quand vois. je rentrais, c'était terminer le boulot, Ah, je chose que comprends. je faisais, ou soit je les épuisais et quelqu'un d'autre venait terminer. Ça c'était mon boulot, pour faciliter D'accord. à l'aide de pouvoir faire ma... C'est ça mon boulot, en fait. D'accord. C'est ça. Alors, maintenant, je veux dire, c'est quoi tes relations maintenant avec le nouvel entraîneur? Bon, voilà, c'est un bon coach. C'est vrai que ça fait quoi? C'est le premier match qu'on a fait. Il a Mhm. essayé de connaître tout le monde un peu en parlant. Voilà, donc pour le moment, il essaie de connaître tout le monde. Il sait tout de suite, je pense qu'il sait déjà quel genre de joueur je suis et puis quelle personne je suis. Voilà, donc franchement, moi, concernant son travail, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout le monde a vu ce qu'il peut faire. Mais comme moi, je pense que là, il est en train d'apprendre à connaître tous les joueurs et il a son idée à lui. Voilà, c'est un grand coach et je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et pour la CAN, je veux dire, c'est pas n'importe quelle CAN en fait, c'est une CAN en Côte d'Ivoire. Et là, je veux dire, en tout cas, je dirais pas tu es à l'apogée, mais t'es quand même à une bonne période de tes performances. Comment tu prépares la prochaine CAN justement dans ton pays? Oh, écoutez, il n'y a pas de préparation particulière. Moi, je pense que c'est un match et c'est une compétition. On se prépare mentalement, physiquement et puis moralement. Ça va arriver. Mais avant ça, il ne faut pas tout de suite commencer à passer parce que moi, je pense que c'est un peu loin. Il faut déjà faire des performances. Il faut déjà performer en club, faire des matchs et tout. Maintenant, après, par la grâce de Dieu, si tout se passe bien, tu entames ta compétition. Mais pour le moment, je ne dirais pas il y a une préparation particulière pour dire j'attends la CAN. Non, on est focus déjà. Au football, c'est étape par étape, step by step. Il y a ça, on joue ça. Si ça t'envoie à un autre niveau, tu le fais. Moi, personnellement, c'est comme ça. Pour le moment, je suis focus sur ce que je fais en club. J'essaie d'être plus performant pour que déjà, si je suis plus performant, on m'appelle pour la sélection. C'est sur ça que je suis pour le moment. En tout cas, merci Crespo d'avoir répondu à mes questions. J'espère que tu as aimé l'émission. C'était bien ou pas? Même si Non, c'était j'étais un bien. peu fatigué et tout, mais avoue, c'était bien ou pas? Non, 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 c'est bien. Moi, j'ai pas, franchement, tu peux demander même aux autres, je n'ai pas de problème sur ça. Moi, j'aime parler beaucoup, je parle beaucoup. Donc, s'il y a quelqu'un qui parle, on va parler jusqu'à un matin. S'il y a le temps, on va parler jusqu'à un matin. Il n'y a pas de problème. Il y a En tout trop cas, de trucs à dire. infiniment merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je te Il y a- souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de ta carrière. Et puis, bon, Merci beaucoup. après, si tu as besoin de nous aussi pour un quelconque, je vais dire, message à passer et tout, bah, tu peux, chez Momo Keita, c'est ouvert chez toi, H24. On peut relayer le nombre de messages que tu veux sans vraiment se C'est soucier. D'accord? c'est gentil. Merci beaucoup. Mais je Merci. t'en prie, allez, au revoir.